Alors, je pense que cette pause a été bienvenue pour que chacun puisse digérer les informations fort denses qui ont été apportées, les informations et les points de vue. Et donc, on va tout de suite débuter par prendre quelques premières questions ou réactions que vous avez à la suite de l'intervention de nos trois orateurs du matin. Qui veut se lancer? Oui. Donc, Mathéo. Tout d'abord, je voudrais remercier Georges Mercadal pour son apport et sa vision qui nous a été très riche. Je suis là. Oui, je peux me lever. Alors moi, j'ai quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que le temps masqué? Parce que j'ai pas trop compris la notion, justement. Et ensuite, plus largement, je voudrais poser des questions aux autres intervenants sur la contrepartie offerte par l'ANDRA aux locaux proches du projet de CIGEO. Merci pour ces deux premières questions déjà. Et du coup, à Monsieur Mercadal, expliquez-nous un peu le temps masqué, puis on reviendra sur les contreparties aux populations locales. Oui, excusez-moi. C'est le jargon de gens qui font Le micro, Monsieur Mercadal, du coup. Parce qu'entre le masque... C'est du jargon de gens qui font des projets et des calendriers. Faire quelque chose en temps masqué signifie que un projet se poursuit comme il doit se poursuivre. On ne l'empêche de rien. Et dans le même temps, en parallèle, on étudie autre chose. Alors, ça peut être une alternative, ça peut être tout autre chose. Ce concept de temps masqué chez les gens qui font de la programmation et qui font des calendriers d'évolution de projet est utilisé pour beaucoup de choses. Vous voyez l'idée. L'idée fondamentale, c'est surtout de ne pas empêcher CIGEO d'avancer à son rythme, mais d'utiliser ce temps, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même déjà pour la phase pilote une bonne trentaine d'années, même sans aller dire, ça sera plus long, peu importe. 30 ans, c'est déjà beaucoup, on peut faire beaucoup de choses. On a trouvé un vaccin en beaucoup moins de temps que cela. Donc on peut faire des recherches pendant que la phase pilote se déroule. Encore une fois, sans la gêner, mais pour autant en y mettant les forces de travail qui convient. Et c'est là que le mot sincérité vient. Car mettez-vous à la place de quelqu'un qui est vraiment dans sa tête, dans son cœur, dans ses tripes, opposé à CIGEO. Il se dit, bon, ils sont en train encore de me mener en bateau. C'est la stratégie du fait accompli. Ça, vous l'entendez de la part des opposants tous les jours. C'est la stratégie du fait accompli. On a mis le pied dans l'entrebâillement de la porte. Maintenant, on pousse un peu, vous voyez, puis à chaque fois encore un petit peu plus. Eh bien, finalement, on ne va pas arrêter CIGEO alors qu'on a mis tant d'argent là-dedans. Donc, si on veut que des opposants puissent venir travailler pendant ce temps masqué à quelque chose qui s'appelle éventuellement une alternative, il faut qu'il ressemble de la sincérité dans le fait que la phase en question est pilote. Vous voyez, eux l'appellent non pas la phase pilote, mais un pilote industriel. Car effectivement, ça aussi c'est du jargon, alors celui-là plutôt de l'industrie. On a fait un projet, il est sur le papier formidable, et on se dit non, on ne peut pas passer à la réalisation sans faire d'abord un pilote industriel. Un pilote industriel, c'est quelque chose qui ressemble à l'objet final, mais qui est destiné à être cassé. On le triture pour le tester sous tous les angles, et quand il a rendu toutes les connaissances qu'on pouvait en tirer, on passe au projet lui-même. Les opposants appellent cette phase pilote, auraient aimé que cette phase pilote s'appelle création d'un pilote industriel. Là, ils auraient été tranquilles.
on peut bien faire autre chose après. Pour autant, moi, personnellement, le discours de Landra me convainc. Landra est sincère en disant, au bout de 150 ans, si le Parlement décide, au bout de 50, en 2050, je m'excuse, je me mélange entre les dates et les durées, en 2050, si le Parlement veut arrêter CIGEO, il arrête CIGEO. OK. Ça, pour les opposants, c'est du vent. Il faut arriver à montrer effectivement une sincérité. Donc, le temps masqué, encore une fois, la phase pilote de CIGEO se déroule comme elle doit se dérouler, comme Landra a envie qu'elle se déroule, la Commission nationale d'évaluation, etc., etc. En parallèle, il y a des recherches sur des alternatives qui se font. Alors, ces recherches, qui les fait ? Qui les finance ? Bien entendu, pas besoin de vous dire, à part l'État, je ne vois pas qui les financerait. Donc, il faut que l'État soit d'accord pour les financer. Deuxièmement, qui les fait ? Et bien entendu, là, ça ne peut pas être Landra, en tous les cas, Landra tout seul. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez réagir, Monsieur Pigeaudier-Cabot, puis ensuite peut-être Monsieur Hurlbecq, sur cette question de temps masqué de recherche d'alternatives ? Monsieur Pigeaudier-Cabot. Oui, si je peux réagir effectivement, parce que j'ai moi aussi beaucoup apprécié l'intervention de Monsieur Mercadal. Je crois que ce qui est important, c'est quand on regarde ce temps masqué, il faut être sincère. Et notre devoir, au moins le devoir de la CNE, s'agissant de parler d'acquis scientifiques et pas d'opinion, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Hein. Il y a des connaissances scientifiques et puis ensuite il y a l'opinion que l'on peut s'en faire sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut arrêter, poursuivre? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et la Commission ne rentre pas sur le terrain de l'opinion. C'est à vous d'en avoir une, finalement. Mais par contre, je crois que ce qui importe, c'est quand même de réaliser qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la transmutation. Et 30 ans, sauf à faire face à le parallèle avec le vaccin est particulièrement criant, sauf à faire face à une vraie crise. Dans le domaine des projets de la recherche et des projets nucléaires, c'est un temps qui est particulièrement court. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, et les scientifiques ne sont pas capables de manipuler des éléments qui sont susceptibles d'être transmutés autrement qu'en manipulant quelques milligrammes, à mettre en regard des quelques milliers de tonnes de déchets qu'il faudra traiter. Et donc le temps masqué, effectivement, c'est bien, mais la sincérité, je crois, doit au moins pour le scientifique commander de dire que soit effectivement on s'en donne les moyens, comme vient de le dire M. Mercadal, et on a été capable de faire un vaccin, et les Américains ont été capables de développer la bombe atomique en très peu de temps, mais ça a nécessité énormément de moyens, soit on se dit, ces alternatives, ce n'est peut-être pas pour les déchets qui existent aujourd'hui, ni même pour les déchets qui seront produits dans 20 ans ou dans 30 ans. Et je crois que la notion de temps masqué et d'alternative est une notion qui est particulièrement importante. La curiosité scientifique commande aux chercheurs de regarder ces choses-là, mais la sincérité du chercheur, cette fois-ci pas la sincérité de Landra, commande de dire qu'aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons et avec les connaissances que nous avons, et en particulier les moyens d'irradiation qui permettraient d'étudier la transmutation, eh bien, ce sont probablement des choses pour un parc nucléaire futur. Merci ces précisions. Je vais passer la parole à Monsieur Hurlbecq. Peut-être je vais demander si vous vouliez bien revenir sur la ligne du temps, parce qu'on a évoqué finalement cette question de l'échelle séculaire que vous aviez évoquée. Revenons un peu sur qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, je vais vous demander si vous pouvez juste enlever. Voilà. Désolé, Monsieur Pigeaudier-Cabot, on va enlever juste un instant votre visage de l'écran, parce que comme cette slide est un peu dense, on ne le voit pas très bien. Donc, peut-être revenir sur le pas de temps, 2050, 2080, il y a plusieurs temps. Et puis après, vous nous parlerez des contreparties pour les populations locales. Oui, il s'agit bien de phases de temps. Au terme de chacune d'entre elles, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions qui peuvent être
de revenir en arrière, c'est de tout arrêter. Comme disait M. Mercadal, ces décisions s'enrichissent des connaissances qu'on aura acquises pendant la phase précédente. Et alors, il faut garder en tête que nous avons 2 catégories de déchets, les MAVL et les HA. En gros, les HA, ils sont 100 fois plus dangereux que les MAVL. Et ce sont les HA qui concentrent l'essentiel de la radioactivité. Et quand on parle de transmutation, par exemple, on vise clairement avant tout ce qu'il y a dans les déchets HA. Les déchets MAVL, c'est essentiellement des pièces métalliques ou autres qui ont été au contact de la radioactivité et qui ont été salies par de la radioactivité et salies à un tel niveau qu'on est obligé de les mettre en stockage géologique, on ne peut pas les laisser en surface. Mais la dangerosité n'est pas du tout la même entre HA et MAVL. Donc si vous regardez ici, nous avons la phase industrielle pilote, un horizon au bout duquel qu'on va placer au terme de la phase industrielle pilote, qui est de se dire, est-ce que je peux continuer ou bien est-ce que je peux mettre en grande quantité des déchets MAVL dans CIGEO, ce qui représente au final une dangerosité assez relative. Et là, on est aux alentours de 2050. Alors on peut aussi décider de tout arrêter, si tout a été catastrophique pendant la phase pilote. Mais la première décision à prendre, c'est les déchets MAVL. Et puis on a un deuxième rendez-vous que nous avons fixé en 2080. Alors évidemment, c'est notre vision du jour. Aujourd'hui, on dit c'est en 2080. Si on se retrouve ici dans 30 ans, on dira peut-être c'est en 2090, j'en sais rien. Voilà, mais ça fixe bien les idées. Bon, il y a des raisons techniques derrière quand même. À 2080. En 2080, il y a une autre décision à prendre. Est-ce qu'on met les déchets HA dans CIGEO au regard de ce qu'on aura acquis pendant la phase pilote et au-delà, entre ce qu'on aura acquis comme connaissance, entre le début de la phase pilote et 2080. Et c'est là qu'intervient le débat intéressant sur les alternatives, puisqu'on a dit si alternative il y a, elle porte plutôt sur les déchets HA. Alors, je ne reviens pas aussi sur le fait que peut-être que ces alternatives s'appliqueront bien aux déchets futurs, mais ne s'appliqueront pas forcément aux déchets passés. Et si je peux me permettre, je me permets d'assister parce que vous avez évoqué du coup 2 fois le fait que certains déchets anciens ne pourraient pas de manière subir, je ne sais pas si c'est des termes de transmutation. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui l'empêche? Déjà, ces déchets anciens font partie de ceux pour lesquels la décision est en 2080. Ces déchets anciens, ils ont été conditionnés dans du verre. Pour les immobiliser, pour en faire un colis le plus robuste possible, le plus durable possible. Donc, si vous voulez transmuter ce qu'il y a dans ces colis anciens, il faut commencer par dissoudre le verre. Le verre, il a été choisi justement pour sa très bonne résistance. Effectivement, le processus de vitrification qui a été expliqué hier aux citoyens empêche effectivement de revenir en arrière pour transmuter les déchets. Il n'empêche... Alors peut-être qu'en 2080, il empêchera un peu moins, mais enfin, bon, il s'oppose quand même beaucoup à ça. C'était pour comprendre. Voilà. Merci. Voilà, donc en 2080, on a cette décision à prendre sur les HA. On peut décider de les y mettre, de ne pas les y mettre, etc. Et puis on aura enfin une dernière décision à prendre, c'est est-ce qu'on ferme l'objet ? Donc aujourd'hui, on voit une fin d'exploitation. Bon, c'est écrit à l'horizon 2150. C'est un horizon où on aura fini de mettre dans CIGEO non seulement les MAVL, mais surtout les HA, enfin sous réserve qu'on ait évidemment décidé de le faire. Et là, la décision sera est-ce que je ferme ou pas ? Parce que si je ferme, je vais avoir plus de mal à revenir en arrière que si je laisse ouvert. Mais si je laisse ouvert, ça fait une charge supplémentaire pour les générations suivantes, un coût supplémentaire. Voilà. Mais ce sont autant de décisions successives qui seront instruites grâce aux connaissances acquises progressivement. Ça valait la peine de revenir rapidement sur cette décision. Peut-être, je vais me laisser... Oui, je vous en prie. Attendez. Peut-être pour des questions sanitaires, quand même, vous demander. Voilà. Excusez-moi. Tenez, je vous en prie. Pardon. Juste 2 mots. Par rapport à votre intervention, Monsieur le Président de la Commission nationale d'évaluation, j'ai bien entendu ce que vous disiez pour aujourd'hui. La sincérité des chercheurs aujourd'hui, de l'ingénieur que je suis, c'est de dire oui, passer du milligramme à la tonne, ça paraît. Mais l'intérêt du temps masqué, c'est qu'il faudra le dire dans 30 ans, et même, d'après ce que vient de nous dire Landra, en 2080. Donc le problème qui se pose aujourd'hui,
et ce que je me permets de poser à cette conférence de citoyens, c'est faut-il aujourd'hui attendre que, ma foi, sur le laser, ça suive son cours? Parce que ça le suivra, il se passera quelque chose. Il y a des gens qui travaillent sur le laser, pas nécessairement sur la radioactivité. Ou est-ce qu'on prend au sérieux cette alternative et on se met en situation de faire des recherches qui nous permettront, qui permettront à nos successeurs dans 30 ans, voire un petit peu plus, en 2080, d'avoir éventuellement une solution alternative, laquelle je n'en sais strictement rien, bien entendu. Mais vous voyez, ça n'est pas aujourd'hui qu'il faut décider. Ce qu'il y a à décider aujourd'hui, c'est de savoir si, pendant que CIGEO continue, je reviens sur l'idée du temps masqué, pendant que CIGEO continue comme si de rien n'était, il y a autre chose qui se met en branle pour que dans 30 ans, nos successeurs aient un peu plus de choix que ce que nous avons. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Monsieur Ourelbeck. Désolée, je me perds aussi avec toutes ces lingettes. Voilà. Pour répondre à la question des contreparties avec les populations locales. Voilà. Ouais, en fait, je voulais distinguer deux choses. La première, c'est de bien insérer le projet dans le territoire. Et la deuxième, c'est de permettre, grâce à ce projet, et au contexte apporté par ce projet, au territoire, de se développer. L'insertion du projet dans le territoire, c'est quelque chose que l'on fait avec la plus grande concertation possible avec les acteurs locaux et la population locale. C'est par exemple comment amener l'eau sur CIGEO. Est-ce que vous préférez l'amener en provenance de tel ou tel endroit? Ou bien les transports. Comment amener les déchets? Pour tous ces chantiers d'insertion, nous menons des concertations de façon à ce que la population locale soit la plus satisfaite de la façon dont CIGEO est conçu. Donc c'est une question d'insertion du projet. Après, il y a une autre dimension qui, évidemment, quand on implante un projet comme ça crée une dynamique, ça fait venir beaucoup de monde qu'il va falloir héberger, à qui il va falloir offrir des conditions de vie qui ne sont pas aujourd'hui développées pour une telle population sur place. Et donc, c'est une opportunité de développement de territoire. Déjà, c'est quelque chose qui existe avec le laboratoire souterrain. Avec le laboratoire souterrain, il y a déjà eu du développement local. Et évidemment, si nous faisons CIGEO, on rentre dans une dynamique beaucoup plus importante. Là-dessus, notre position, c'est de dire c'est au maximum aux gens du territoire de se prendre en charge et de choisir la façon dont ils veulent développer le territoire. Donc forcément, il y a des compensations financières qui sont données déjà autour du laboratoire souterrain, mais ces compensations financières, l'ANDRA ne les voit pas. Elles vont des producteurs de déchets jusqu'à des groupements locaux avec des élus locaux qui sont chargés d'utiliser au mieux ces sommes pour développer le territoire. Pour CIGEO, c'est pareil. Nous essayons de faire en sorte que le territoire se prenne en main pour se développer le mieux possible. Sachant que nous en sommes clients, parce que nous, il va falloir que, si CIGEO est engagé, les personnes qui vont venir travailler sur CIGEO elles puissent être hébergées et trouver des conditions de vie correctes. Je ne sais pas si ça répond. Alors, on me souffle dans l'oreillette que... donc là, il y a la question effectivement des contreparties. Il y a une partie de ce que vous dites là, finalement, qui pourrait s'appliquer peut-être aussi à ce qui se passe quand il y a une installation... nucléaire qui s'installe. On a parlé hier de ce qui est donc, et là il y a quand même des spécificités sur CIGEO, enfin vraiment notamment sur ces échelles de temps qui sont mobilisées. Et je fais le lien avec une question qui a été posée sur est-ce qu'on pourrait y habiter demain, mais en fait en gros cette question c'est quelles contraintes ça va faire peser sur le territoire. Est-ce que ça va empêcher de cultiver des parcelles? Est-ce que ça va être déclaré comme un espace particulièrement on va dire à neutraliser pour des raisons de risque? Voilà un petit peu quel effet ça va avoir en quoi ça va modeler différemment le territoire demain? Notre travail, justement, au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait strictement aucun impact radiologique de CIGEO. Et donc, c'est pour ça que j'aurais dû commencer par ça, mais je n'y ai même pas pensé. Parce qu'évidemment, pour nous, il y a une slide dans ma présentation qui essaie de le montrer, il n'y a pas d'impact radiologique. L'impact radiologique de CIGEO, s'il existe, il est inférieur
à l'impact que nous avons de notre propre potassium 40 dans notre corps. Donc évidemment qu'aucun terrain, aucune zone ne sera interdite de l'agriculture, d'élevage ou je ne sais quoi. Aucune ressource en eau ne sera perturbée par la présence de CIGEO. C'est notre travail et c'est aussi le travail de nos contrôleurs, et je pense à l'ASN en particulier, de le vérifier. Donc bien sûr que non. Les seules choses qui va se passer, on va amener du monde qui va y vivre, il va y avoir un peu plus de transport, il va y avoir des camions qui passent, et donc il faut organiser les routes. Et donc, si je peux permettre, si je reprends l'exemple que citait tout à l'heure Monsieur Mercadal, des échanges que vous avez eus avec les habitants, quand ils disent par exemple, mais je pourrais plus cultiver, qui va acheter mon blé, c'est plutôt une crainte de répercussion, on va dire symbolique, d'image du territoire, c'est ça que vous voulez dire? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces éléments-là les uns et les autres? Monsieur Mercadal, puis après peut-être Monsieur Pigeaudier-Cabot. Si je me réfère à l'agriculteur qui disait ça en 2005, à l'époque, les peurs de court terme n'existaient pas, la réversibilité n'était pas encore en cause. L'ANDRA y était d'ailleurs assez opposé. Le directeur scientifique de l'ANDRA a trouvé que la réversibilité, ça serait jamais ce que les gens en attendaient. Et je crois qu'il avait à l'époque raison. Je parle de l'attente des gens, hein, Monsieur le Président. Voilà. Je ne sais plus quelle était la question. Je me suis... En termes de... Parce que du coup, vous avez amené une dimension... C'est la preuve que c'est la dernière fois que j'interviens. Monsieur Mercadal, c'est par rapport... Vous avez quand même amené une dimension qu'on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup toucher du doigt, et qu'on va beaucoup plus que les citoyens vont toucher du doigt lors du prochain week-end, puisqu'on sera à Bure avec la visite du laboratoire, la rencontre des parties prenantes de Produclis. Cette question finalement du vécu des populations, c'était un peu là-dessus, à la fois dans l'aspect de le potentiel de développement économique et puis le développement économique déjà entraîné, mais aussi dans les répercussions, les contraintes que ça peut faire peser. Je reviens sur l'agriculteur qui disait cela. À l'époque, donc, on parlait surtout des peurs de long terme et on disait les radioéléments, un jour ou l'autre, remonteront. Il y en aura qui remonteront. 100 000 ans, 1 million d'années, on ne sait pas, mais bien. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est opposé. Bien entendu, quand on lui dit 100 000 ans, lui, il dit 1000 ans. Enfin, il entend 1000 ans. Donc, sincérité des chercheurs, bien entendu. Comment la population qui est concernée reçoit ça. Bien entendu, il y a un biais, mais on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas le reprocher aux gens. Et pour lui, c'était à la fois de l'image, mais de l'image fondée sur une crainte qui existait. Voilà. Quant à leur projet de développement, celui que j'ai perçu en 2018, quand ils m'ont invité à cette fameuse journée du 18 juin, où l'après-midi, ils ont manifesté, cassé des vitrines, etc. J'y étais plus. Je le précise. Eux, leur projet de développement, il y a désormais une demande de jeunes agriculteurs de s'installer. Et alors que les maires de toutes ces communes sont quand même des maires vieillissants, leur espoir, c'est qu'il y ait un renouvellement. Et quand j'évoquais Notre-Dame-des-Landes, oui, j'ai entendu ça, dit par le président de l'association des maires opposés au projet, à l'Est républicain, qui l'interviewait devant moi, où il nous interviewait tous les deux. Donc il faut quand même avoir en tête ces choses-là. On est au sein d'un conflit. On n'est pas au sein de quelque chose qui se déroule dans la régularité républicaine parfaite. Autrement, nous avons des élus, ils travaillent, ils décident, parfait, bravo, on obéit. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent aujourd'hui, et surtout pas dans ce conflit. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Pigeaudier-Cabot, si vous voulez réagir, et notamment, désolé de reprendre cette question qui a été posée hier sur est-ce qu'on pourra habiter dessus. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'on pourra toujours cultiver à côté, mais il y a bien un périmètre de sécurité. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça vous fait réagir aussi, Monsieur Pigeaudier-Cabot. Ce qui me fait réagir, c'est que justement, si à un certain moment, il a été préféré mettre ces déchets dans ce qu'on a appelé le stockage géologique profond, c'était justement pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec ce qui se passe, ce qui serait susceptible de se passer au-dessus.
Et je comprends, et c'est toute la problématique, effectivement, de la compréhension que l'on peut avoir entre certains faits scientifiques et certaines convictions personnelles. Une chose simple, on entend souvent parler, ça va remonter. Rappelons-nous simplement que les éléments qui sont susceptibles de remonter sont des éléments qui sont beaucoup plus lourds que l'air. Comment peuvent-ils remonter? Mais personne ne se pose la question parce que finalement, on pense que peut-être. Je crois que ce qui est, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura. Et normalement, si c'est bien fait, le principe même du stockage devrait commander qu'il n'y ait pas de périmètre de sécurité. Devrait commander que la vie qui se déroulera au-dessus du stockage soit la vie normale. Le principe même du stockage, c'est, j'irais même jusqu'à dire, dans 500 ans ou dans 300 ans, c'est que l'on oublie que ce stockage est là. Et c'est pour ça que ça a été fait de façon... C'est pour ça qu'on le stocke à une certaine profondeur. Et c'est pour ça que l'on dit, faisons confiance à la nature et pas dans les sociétés qui vont vivre au-dessus, qui se développeront de toute façon, quoi qu'il arrive, et qui oublieront probablement beaucoup plus rapidement que ce que la nature va oublier. Alors maintenant, ça, c'est le principe. Que l'on y croit ou pas, ça, c'est une conviction personnelle. Et toutes les convictions sont parfaitement respectables, mais bon sang, un raisonnement simple, comment quelque chose qui est plus lourd que l'air et la roche peut remonter à la surface? Merci. Je dis juste, je repasse la parole très brièvement à Monsieur Hurlbert qui voulait agir parce que je dois vous dire, je vous fais l'audio-description, que quand vous avez dit l'idéal, c'est vrai que dans 500 ans, on puisse carrément oublier que ça existe. Vous auriez vu la tête des citoyens à côté de moi, elle a eu les yeux comme des soucoupes, et donc je trouve que c'est intéressant de revenir à cette question de la mémoire et de la sécurité au long terme. Oui. Notre objectif n'est évidemment pas qu'on oublie les déchets et le stockage, et ceci sans limite de temps. Par contre, on s'impose à démontrer que le confinement peut continuer à se faire correctement, même si on oubliait l'existence du stockage. C'est pas du tout la différence, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas besoin de l'oublier, on ne veut pas l'oublier. À l'Andra, on a un programme mémoire où on travaille sur différentes pistes qui s'offrent à nous pour essayer de transmettre le plus loin possible aux générations futures l'information de l'existence de ce stockage et des déchets qui sont dedans. Cela étant, c'est par précaution que l'on considère que peut-être qu'un jour on l'oubliera. Alors notre règle de sûreté fixe ce jour en gros à 500 ans. Et donc on doit considérer que, et si on l'oubliait, il faut quand même que ça continue à protéger l'homme et l'environnement sur cette échelle de temps de typiquement 1 million d'années. Merci de la précision. Il nous reste encore une demi-heure d'échange, donc encore du temps. Et il y a plein de demandes, de questions. Est-ce que je peux voir les mains se lever? Ok, donc on va essayer d'écouter les questions. Est-ce que je peux demander à un de mes collègues de venir noter les questions pour qu'on puisse les pointer? Merci. Et je vais commencer par redemander. Ici, j'ai entendu des questions ici, là, à votre table? Non? Et ici. On va commencer par cette table, et puis je vais tourner. Sylvie. Ouais, j'en ai plusieurs, alors il faut faire le tri. Alors je pose celle-là, c'est plus en termes d'écologie et d'échelle de temps, puisque c'est une notion qui est abordée sur le projet. On est sur des échelles de temps assez énormes. Est-ce que, j'imagine que oui, mais c'est quand même pour valider, est-ce que la notion de changement climatique, c'est-à-dire la variabilité, par exemple, de l'argile, si elle était soumise à des températures très fortes, sachant que justement elle ne contient pas l'eau, est-ce qu'un craquellement, par exemple, est envisagé sur des millions d'années, et est-ce que ça a été pensé, évalué, ou d'autres choses de cet ordre-là? Merci Sylvie. On commence à prendre cette question-là. Ici, Baudian et Bernard, c'est ça? J'arrive. Donc Baudian. Oui, moi j'ai deux questions, c'est-à-dire si on peut avoir plus d'informations sur les intervenants sur ce qu'on appelle les colis froids, et par rapport au site, les colis froids. Les questions thermiques. Voilà. Et sur les alternatives qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce que le financement de la phase pilote actuellement ne va pas bloquer les crédits recherche sur d'autres alternatives?
Merci. Oui, ça pose par rapport à la question des moyens que vous aviez évoqués, notamment tout à l'heure. Merci beaucoup, Baudian. Bernard. Alors, bon, moi j'en ai plusieurs. Donc, pour avoir des significations sur les alvéoles irradiantes, si on peut en parler. Si on pouvait parler du dimensionnement de CIGEO par rapport à tous les déchets produits et entre autres les matières valorisables, l'inventaire de référence et l'autre aussi. Par contre, je voudrais réagir quand même à ce qui a été dit sur l'histoire. Rien ne va remonter parce que les particules sont plus lourdes que l'air. Bon, alors, hier, on a eu l'IRSN et l'ASN qui nous ont dit clairement que dans le temps, sans donner de date ni de durée, les radionucléides remonteront en surface. C'est parole de l'ASN et de l'IRSN. D'autre part, l'homologue suisse de l'ANDRA, j'ai plus le nom en tête, avait fait une étude d'évaluation d'enfouissement et disait clairement en fin de son rapport que les radionucléides remonteront et ils espéraient simplement qu'ils remontent dans un temps suffisamment long pour ne pas être toxiques. Merci. Oui. On va essayer de prendre encore quelques questions et après il faudra... Moi, je voudrais revenir sur une des diapos que j'ai vues tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait 11 rapports. Donc, j'ai fait le calcul de 1991 à 2006 et que vous avez mentionné que normalement, c'était un rapport annuel. Donc, si moi, je fais le calcul, j'ai pas le même montant. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est 11 rapports pour la CNE. Enfin, il y avait deux calculs, il y avait deux lignes. Il y avait celle de la CNE et CNE2. 11 plus 14. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait la différence. D'accord. Donc oui, ok. Entre 91 et 2021, ça fait plus que 11 plus 14. C'est ça que... C'est ça, c'est 11... Okay. Ici, et puis après, je continuerai les autres tables. On fait déjà 2 tables. Oui, alors moi, ça rejoint un petit peu la question de Bernard, peut-être. C'était donc d'essayer de comprendre ou de visualiser un petit peu ce qui va se passer si les colis, on prend l'exemple d'un colis qui est donc descendu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dans la durée, sur quelle durée, quelles sont les étapes, est-ce qu'il est figé, on n'en parle plus, il est là et puis il n'évolue pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Okay, la vie du colis une fois qu'il est en bas. Ok, merci beaucoup. Donc, on va déjà répondre à ces prises de questions-là. Donc, je vais juste vous inviter à répondre brièvement pour qu'on puisse entendre les questions des autres tables. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions où M. Houellebecq va être directement interpellé. La question des colis froids, qu'est-ce qui se passe pour un colis, les alvéoles irradiés, la question de l'inventaire. Donc ça, c'est fait pas mal de questions déjà. Et moi, j'avais pris dans l'ordre, j'avais la première question sur les échelles de temps et la prise en compte du changement climatique. Là, c'est très simple. Nous prenons en compte dans nos études, sur des échelles de temps qui sont bien plus grandes que celles du changement climatique dont tout le monde parle, nous prenons en compte plusieurs scénarios, plusieurs cas possibles d'évolution du climat. Nous étudions les conséquences que ça peut avoir sur l'érosion, les rivières en surface, hein, les rivières qui s'approfondissent, dont le cours change. Et nous prenons en compte évidemment tout ça dans nos études de sûreté à long terme. Donc c'est clair, c'est pris en compte. Par différentes situations possibles. Parce qu'on ne peut pas préjuger sur 1 million d'années d'avoir qu'un seul schéma. Est-ce que nous allons travailler, est-ce que nous allons aller sur une biosphère, un climat plutôt tempéré, un climat plutôt chaud? Ça fait autant de cas de calculs que nous faisons. Les colis froids, je n'ai pas bien compris la question. S'agit-il des colis HA froids de la phase pilote? Alors, les colis MAVL ne dégagent pas ou très peu de chaleur. Les colis de haute activité, parce qu'ils sont très concentrés, dégagent de la chaleur. Typiquement, un conteneur qui a cette hauteur-là, ce diamètre-là, quand il est fabriqué à La Hague, il fait 4 kW. C'est-à-dire 4 kW, c'est un gros radiateur électrique dans cette dimension. Mais alors, cette puissance thermique, elle diminue avec le temps. Au bout de quelques années, ça va devenir 2 kW. Quand ça va arriver sur CIGEO, ça va faire moins de 500 watts. Entre 200 à 400 watts, ce truc-là. Et puis,
ça va continuer à descendre parce que c'est la radioactivité qui décroît à l'intérieur. Ça, ce sont les colis HA dont on a parlé, qui vont arriver, si on le décide, en 2080, dans CIGEO. Dans la phase... Alors, il existe quelques colis HA anciens qu'on a fabriqués il y a des dizaines d'années, qui sont un peu moins concentrés aussi en radioactivité que les colis de déchets qu'on fabrique aujourd'hui à La Hague. Et ces colis HA moins chauds, c'est ceux-là qu'on envisage d'utiliser en petit nombre dans la phase pilote pour simuler ce que seront les vrais colis HA très chauds quelques dizaines d'années plus tard. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais voilà. Donc colis froid, d'abord c'est colis frais, ou colis pas trop froid quand même, mais colis qui sont, de par leur nature, représentatifs de ce que seront les HA plus tard. Qu'est-ce qu'il nous reste Alors, oui, dis-nous pour les questions. Les alvéoles irradiantes. Ah bah, et le dimensionnement de CIGEO et la vie du colis. On peut déjà prendre ça? Oui. Oui. Dimensionnement de CIGEO, peut-être pour commencer, parce que j'ai dit CIGEO est fait pour les MAVL et les HA. Aujourd'hui, la référence de la politique énergétique française, c'est de retraiter les combustibles usés qui sortent des centrales. Je pense que ça a dû être expliqué hier. Oui. Et donc de ne mettre dans les déchets que des radionucléides qu'on ne sait pas recycler et de les vitrifier. En référence, CIGEO est conçu, et c'est les images que vous avez vues, dans une hypothèse où on continue ce processus de retraitement de tous les combustibles usés qui sont et qui vont sortir des centrales et qui vont donc être mis sous cette forme de déchets vitrifiés, ce qui représente un peu moins de 10 000 mètres cubes voilà, au terme de l'exploitation du parc actuel, comparé aux à peu près 70 000 mètres cubes de déchets MAVL. Après, il n'est pas exclu que je ne sais pas, moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la France décide de ne plus retraiter ces combustibles usés. Donc de ne plus les considérer comme des matières valorisables, mais comme des déchets. Eh bien, cette hypothèse, on la prend en compte aussi dans CIGEO en se disant est-ce que CIGEO serait capable d'encaisser un changement de politique. Et donc nous avons des études qui nous montrent que l'on serait capable de remplacer le jour venu des déchets HA vitrifiés par des combustibles usés qui auraient été transformés en déchets. Bon, c'est pris en compte et nous avons des images de CIGEO, des plans de CIGEO dans des scénarios où il y aurait des combustibles usés à la place de certains déchets de haute activité. Ça prend un peu plus de place. Merci. C'est sûr. Ça prend un peu plus de place. Aujourd'hui, vous accueillez à peu près 4% de La Hague. Il est prévu d'accueillir. Les combustibles usés prennent un peu plus de place pour deux raisons. Oui, nous, on ne prend que les verts. Si on doit prendre les combustibles usés, ça veut dire qu'on amène beaucoup d'uranium et de plutonium en plus. Et c'est pris en compte. C'est pris en compte. Alors, ce sera plus 10 000 mètres cubes. J'ai vu que M. Pigeot-Descabeaux voudrait réagir là-dessus, mais je me permets juste de... Enfin, allez-y, je vous en prie, puis après on reviendra sur la question de la vie du colis, un peu sur l'évolution dans le temps, et revenir à cette question qui a été posée tout à l'heure aussi sur la question des coûts, et est-ce qu'on aura des moyens nécessaires. Mais M. Pigeot-Descabeaux sur... Je rappelle effectivement simplement que tous les travaux qui ont été menés sont menés en partant du principe que l'on ne va pas mettre dans le stockage du plutonium. Aujourd'hui, le plutonium est considéré par la France comme une matière, au-delà des éléments de la dimension stratégique, c'est considéré comme une matière valorisable et on ne mettra pas de plutonium. Ça a été un élément important aussi dans la discussion qui a eu lieu et qui continue d'avoir lieu avec les riverains. On parlait tout à l'heure de peur, être sur 3000 tonnes de plutonium. Personnellement, si j'étais riverain, j'aurais encore plus peur. Voilà. Okay. Merci sur ce point. Et donc revenons sur la vie du colis et comment finalement il évolue dans le temps. Peut-être si vous voulez nous dire un mot là-dessus. Oui, ça va d'ailleurs
reboucler avec quelque chose qui a déjà été dit. Les colis, ils arrivent des installations d'entreposage sous une forme solide. Hein, c'est des conteneurs en inox ou en acier, à l'intérieur desquels il y a les déchets, solides, solidifiés. Hein, solidifié par du verre si c'est du HA, solidifié par d'autres matrices si c'est du MAVL. Ces colis vont arriver dans des emballages de transport, des châteaux de transport. Je ne sais pas si ça a déjà dû être discuté hier, ça, je ne sais pas, sur le site. Ces emballages de transport, ces grosses boîtes métalliques qui vont permettre d'amener ces colis de déchets des sites d'entreposage vers CIGEO vont être ouverts dans un bâtiment nucléaire dans la zone des Cendries que j'ai montré tout à l'heure. Le colis va en être sorti, puis va être remis dans une autre boîte qui va ensuite être véhiculé, une boîte métallique, qui va être véhiculée dans la descenderie, descendue dans la descenderie, puis véhiculée dans les galeries à l'intérieur des CIGEO. Une fois qu'on arrive devant un alvéole de stockage, c'est vrai pour les MAVL et c'est vrai pour les HA, la boîte de transfert va être à nouveau ouverte et on va ressortir le colis initial. Par robot, c'est ce que vous disiez. Alors, on va le ressortir par robot parce qu'il est irradiant. D'où l'idée d'alvéole irradiante. Est-ce que c'est lié à ça? Parce que du coup, c'est la question d'alvéole irradiante. Bien sûr. Donc, il est irradiant. Du coup, on ne peut pas être présent physiquement, nous, autour de lui, sinon le débit de dose, le débit de rayonnement est trop fort, on risque d'être brûlé. Et c'est pour ça que ce sont des robots qui vont faire ça. Et ce sont des robots qui vont amener cet objet à l'intérieur de l'alvéole. Le débit de dose, l'ambiance radioactive est trop élevée pour qu'un opérateur puisse y être présent. Les alvéoles seront irradiés et non contaminés. Mais ça, on rentre vraiment dans un sujet extrêmement détaillé. Irradié, ça veut dire que vous avez du rayonnement qui vous atteint. Contaminé, ça veut dire que vous avez de la poussière radioactive qui se trouve accessible. Donc notre objectif, c'est pas de contaminer les alvéoles, mais elles seront irradiantes. C'est-à-dire que le débit d'eau sera trop fort pour être présent à côté des déchets. Alors, je vais laisser Monsieur Mercadal réagir parce qu'il voulait réagir. Et je voudrais qu'on revienne à cette question du dimensionnement parce que je voulais vous la reposer de manière un peu plus directe. Donc je vous l'ai dit comme ça la question, vous avez le temps de préparer la réponse si je puis dire. Si effectivement, donc je suis ce que disait Bernard, si demain, enfin dans plusieurs dizaines d'années, une décision autre est prise de ne plus retraiter les matières et qu'on se retrouve avec énormément plus donc de déchets à gérer, est-ce que aujourd'hui, par rapport à la manière dont le projet est conçu, on peut continuer à l'étendre? À l'étendre 500 mètres sous terre? Est-ce qu'on peut continuer à creuser l'argile, on va dire, indéfiniment? Ou est-ce qu'il y a finalement une dimension limite de CIGEO et ça veut dire qu'il faudrait avoir d'autres CIGEO, si je puis dire? Voilà, c'était un peu la question pour aller au bout du raisonnement. Monsieur Mercadal. Je voulais intervenir sur deux questions. D'abord, la question qui a été posée sur le blocage des crédits de recherche. Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est bien là que tous les gens qui s'opposent... c'est la pierre d'achoppement. Si on doit avoir un travail sur des alternatives, il paraît que la ministre a dit que, bien sûr, elle a fait une déclaration, la ministre actuelle, disant que les recherches se poursuivraient sur les alternatives. Mais ça ne peut pas satisfaire les gens qui sont vraiment intéressés au sujet. Ce qu'il leur faut, c'est... des crédits, une équipe, etc. C'est ça l'enjeu, c'est de définir un dispositif de travail sur les alternatives crédible et sincère. Crédible voulant dire qu'il y a des crédits, qu'il y a des gens, et qui ne sont pas des gens qui sont tous attachés au projet CIGEO, qui sont des gens qui ont un regard extérieur, et sincère. Si par hasard ils trouvent quelque chose, c'est pas inutile. Ça vient s'insérer dans le processus. Donc voilà l'enjeu. Et aujourd'hui, c'est là qu'est l'enjeu, la définition de ce dispositif de recherche alternative. Deuxièmement, colis froid. Dans ce que je me permets d'évoquer à titre totalement personnel, du couplage, de l'hybridation entre un entreposage séculaire et un stockage millénaire, c'est bien pour essayer d'avoir dans le stockage millénaire des colis le plus froid possible.
parce que les opposants disent, je ne sais pas ce qu'on répondrait Landra, mais le sujet n'est pas d'entrer dans cette discussion, que si on chauffe trop l'argile, c'est pas bon quoi, hein, pour sa tenue extérieure. J'ai appelé ça, moi, dans le débat de 2005-2006, le gigot de 7 heures. Vous voyez, quand on a soumis un gigot pendant 7 heures à une chaleur faible, il n'a pas tout à fait la même consistance, si vous en avez jamais mangé, que le gigot saignant que nous aimons habituellement. Deuxièmement, une autre question a été posée, Madame, qu'est-ce que devient le colis à l'intérieur? C'est vraiment la question que je pose en permanence, à l'IRSN notamment. Je vous lis pas une réponse à cette question, mais je vous lis un morceau du verbatim de 2006. Les conditionnements innovants, ça c'est un problème. C'est le directeur général de l'énergie du CEA qui parle, M. Pradel. Les travaux ont été menés. Il y a des résultats très intéressants, mais il est certain que le remplacement des conditionnements actuels par des conditionnements nouveaux ne se justifie que s'il y a motif à les remplacer. Aujourd'hui, nous sommes en 2005 donc, nous considérons que le verre apporte toute satisfaction et toute sécurité pour l'avenir. On ne voit pas pourquoi on ferait un changement. Même si les conditionnements céramiques et les nouveaux composés qui ont été mis au point, en particulier avec le CNRS, sont tout à fait performants. Je reprends ces phrases, inutile que je les relise, vous sentez la chose. Et là, à nouveau, je dis, on a 30 ans devant nous. C'est peut-être quand même intéressant de voir, puisque à l'époque, M. Pradel avait tout à fait raison de dire ces colis en verre nous satisfont. La preuve, ils existent, ces colis en verre, tous les jours, il y en a, et personne n'a une peur panique devant ces colis-là. Donc, ils donnent toute satisfaction. Et on les appelle des déchets. J'oserais dire, on les considère aujourd'hui comme des déchets ultimes. Mais supposez qu'on change d'état d'esprit et qu'on se dise, puisqu'on va avoir au total 150 ans devant nous, si pendant ces 150 ans, la période de réversibilité, ils étaient entreposés, qu'on les ait sous la main, manipulables plus facilement, peut-être ça serait intéressant de les améliorer. Je ne sais pas comment aujourd'hui vous dire. Merci. Mais on a 30 ans pour chercher ça en temps masqué. Merci. Voilà. Je repasse la parole à M. Réveil dans un instant parce que M. Pigeot-Descabeaux, je le vois s'agiter devant son écran, il veut rebondir. Et je demande juste, M. Pigeot-Descabeaux, puis aussi M. Réveil, sur cette question précédente de l'espace que pourra prendre CIGEO sous terre, je vous demanderai d'être bref parce qu'on a encore des questions à aller chercher auprès des citoyens. Donc, M. Pigeot-Descabeaux d'abord, je vous en prie. Et je rebondis. Bon, effectivement, s'agissant de l'espace disponible sous terre pour stocker les déchets, bien entendu, il n'est pas extensible à l'infini, hein, ça c'est clair. Donc, je crois qu'il faut considérer que le stockage est une ressource limitée. Et donc, il faut considérer que le stockage doit être une ressource utilisée au mieux. Et ça renvoie éventuellement à la question des colis froids ou à la question de la transmutation, qui, je le rappelle, sert quand même à transformer un composé en quelque chose qui va être soit plus froid, donc on va pouvoir en augmenter la densité de stockage, soit quelque chose qui va être radioactif pendant une période beaucoup moins longue. Je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête que le dimensionnement du stockage, quel qu'il soit, le stockage est une ressource rare et est une ressource qu'il faut utiliser à bon escient et de la façon la plus optimale. S'agissant si je voulais rebondir tout à l'heure, simplement c'est pour faire un petit rappel sur les alternatives et la notion de crédit de recherche. Oui, il faut beaucoup plus de moyens. Souvenons-nous quand même, regardons quand même en arrière ce qui se passe. Pour pouvoir étudier la transmutation, il faut être capable d'isoler les éléments à transmuter, ça s'appelle la séparation, et ensuite il faut être capable de les irradier, de les mettre dans des installations
pour les transmuter. La transmutation, c'est globalement, je vais bombarder la matière avec des neutrons qui sont des neutrons rapides. Et la France avait à stopper le seul projet qui aujourd'hui aurait permis en France d'étudier la transmutation. Ça s'appelle Astrid. C'est un réacteur à neutrons rapides qui est un réacteur de recherche essentiellement. Les seuls dispositifs qui existent dans le monde permettant de faire la transmutation, pour l'instant, le CEA utilise des dispositifs qui existent en Russie. La fin de vie est prévue d'ici moins de 30 ans. Donc, comment allons-nous faire? Tous les éléments que nous voyons, et ça c'est un constat de la Commission, tous les éléments, toutes les tendances que nous voyons sont des tendances à diminuer les efforts de recherche et les moyens disponibles pour la transmutation en reportant les recherches au siècle prochain. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. C'est vrai que la question des moyens et des crédits de recherche, et puis construire des installations d'irradiation, ben malheureusement, ça va prendre entre 20 et 30 ans aussi. Merci de ces éléments complémentaires. Monsieur Houellebecq, et puis ensuite on prendra quelques dernières questions des deux tables qui n'ont pas posé de questions. Oui, donc ma réponse, elle porte uniquement sur les déchets qui seront générés par le parc nucléaire actuel. On va distinguer une fois de plus MAVL et HA. MAVL, ce qui va dimensionner la taille de CIGEO, c'est leur volume. Et en gros, le volume final des déchets MAVL à stocker, issus du parc actuel, dépend extrêmement peu des décisions qui pourront être prises sur retraitement ou pas retraitement dans les décennies à venir. Concernant les déchets de haute activité, ce qui dimensionne la taille de CIGEO, c'est leur dégagement de chaleur, comme sur un radiateur. Et si on arrêtait de retraiter et que l'on mettait directement les combustibles usés dans CIGEO, c'est pareil. Ce qui va dimensionner l'extension de CIGEO, c'est le dégagement de chaleur des combustibles usés. Et ça va être un peu plus grand qu'avec des verres, tout simplement parce que dans les combustibles usés, il y a le plutonium, qui n'a pas été mis dans les verres, et le plutonium, certains isotopes du plutonium, et en particulier la chaîne de descendance de filiation du plutonium, dégagent de la chaleur supplémentaire que nous n'avons pas dans les déchets HA et que nous allons avoir dans les combustibles usés. Du coup, ça va prendre un peu plus de place. Alors tout cela a été étudié par l'ANDRA dans la limite du parc nucléaire actuel, et il faut être clair, c'est compatible avec un seul projet CIGEO qui serait un peu plus étendu en souterrain. Merci de ces éléments de réponse. Je viens vers vous pour d'autres questions. Il y avait des demandes de prise de parole ici? Vous deux? Oui. Merci. Oh, pardon. Moi, j'ai deux questions d'ordre un peu technique pour essayer de mieux comprendre les colis, etc. HA et MAVL, je suis en contact depuis 2 jours avec ces acronymes. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les radionucléides à l'intérieur? J'ai compris qu'il s'agit d'un mélange d'éléments et de nous préciser leur demi-vie. J'entends parler de stockage millénaire. De mémoire, le plutonium, c'est 4,5 milliards d'années. C'est l'âge de la Terre. Pardon. Donc, c'est l'âge de la Terre. Donc, quand j'entends milliers, je pense un peu plus. J'ai un besoin d'éclairage par rapport à réversibilité. Moi, j'entends plutôt récupérabilité. Quand on noie ces déchets, les radioéléments dans du verre, c'est pas pour dissoudre le verre après. Enfin, j'imagine pas. Donc, qu'on puisse le récupérer, je veux bien. Réversible, retraiter, le soumettre à des transmutations. Qu'en pensez-vous? Dernière question. Non, désolée, je suis désolée, mais je préférais que personne ne soit trop frustré. Moi, j'ai une question sur la saturation du stockage à sec. Est-ce qu'il y a une saturation des stockages actuels ou des stockages prévus à sec en France? Et est-ce que CIGEO est là pour répondre à cette saturation, ou est-ce que ce stockage à sec peut être multiplié et jusqu'à quand? Merci. Et juste pour gérer la frustration de Sylvie, on prendra aussi du temps cet après-midi pour consigner toutes les questions qui restent en suspens. On continue, on a encore 2 sessions dans cette conférence. Ici, il y a des questions qui ont été posées. Il y avait des demandes de prise de questions. C'est bon?
Et alors, donc, je repose une question qui a été posée, mais qui est liée à ce que vient d'évoquer Sylvie sur la question des radionuclides contenus dans les colis, qui était comment, parce qu'apparemment, on a entendu des choses, les citoyens ont entendu des choses contradictoires sur le fait qu'à un moment donné, ça revienne à la surface ou non. Et donc, peut-être revenir un peu là-dessus. Alors, Monsieur Rebec, vous avez le micro. Les radionuclides à l'intérieur. Globalement, ce sont les radionuclides qui ont été produits par les réactions de fission à l'intérieur des réacteurs nucléaires. En fait, on va distinguer deux types de radionuclides. Les radionuclides légers, qu'on va appeler des produits de fission, qui sont en gros des atomes d'uranium ou de plutonium qui ont été cassés en deux. Ça fait des atomes légers, parce que c'est un atome lourd cassé en deux, ça fait des produits de fission. Et puis on va au contraire avoir des radionuclides qui sont plus lourds que l'uranium, des transuraniens, des actinides, comme le plutonium et au-dessus, américium, curium, etc. Alors, à l'intérieur de chacune de ces... Puis j'ai oublié les produits d'activation, qui sont encore une subtilité, mais qui, ça ressemble aux produits de fission. Produits de fission, matériaux légers, plus légers que l'uranium, actinide, transuranien, plus lourd que l'uranium. Et puis là-dedans, dans chacune de ces familles, vous avez des gammes de périodes qui vont de quelques secondes, alors évidemment, ceux-là ne vont pas beaucoup nous intéresser, à l'uranium, effectivement, qui se chiffre en milliards d'années. Mais du coup, à un moment donné, je dois faire la sommation de la radioactivité de tous les radionuclides présents dans le colis de déchets. Et c'est pour ça que, globalement, la radioactivité décroît. Elle décroît. Du coup, la dangerosité, la radiotoxicité décroît, plus ou moins vite dans le temps, mais elle ne s'annule pas. Vous avez raison, il y a de l'uranium. Et tout ça, c'est pris en compte dans nos études. Et en fait, ce n'est pas un radionuclide, c'est tout un cocktail de radionuclides qu'on a à l'intérieur des déchets. Pour aller plus loin, après, il faudrait présenter des courbes de décroissance radioactive. Bon, mais ça, on pourra le faire. La question principale, moi, j'avoue, au bout de deux noms, vous m'aviez perdu, c'était du chinois pour moi. Mais la question qu'il y avait derrière, c'est non seulement quels sont les radionuclides, mais quelle est leur demi-vie. Parce que c'est vraiment sur cette échelle de temps millénaire, et là, on entendait plutôt millions d'années. C'est un peu ça la question. Entre quelques secondes et les milliards d'années, ça dépend du radionuclide que l'on considère. C'est un cocktail. Il y en a des centaines de types de radionuclides différents à l'intérieur d'un déchet. Ok. Alors, donc si je comprends, mais comment être sûr qu'au moment où, dans des centaines de millions d'années, ces radionuclides pourraient revenir à la surface, ils soient suffisamment... il n'est plus de nocivité. C'était ça peut-être la question qu'il y avait derrière. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais je crois que c'est ça que j'ai cru comprendre. La question sur la remontée. Comment il remonte ? Alors, il remonte effectivement pas par des questions de cheminée d'air. Il remonte par le fait que dans tout milieu souterrain, il y a de l'eau. La différence, par exemple, entre l'argile et le granit, c'est que dans l'argile, l'eau, elle ne circule pas. Elle est immobile à l'intérieur des pores de l'argile, alors que dans les fissures du granit, elle va circuler. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'eau. Et dès lors qu'on met un objet en présence d'eau, on a des réactions chimiques qui se passent. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, ou que ça a dû vous être dit hier, dans le temps, les déchets vont progressivement connaître des réactions chimiques avec l'eau, et une partie des radionuclides qui sont contenus dans les déchets peut se mettre en solution, se dissoudre dans cette eau. Alors une partie, pourquoi ? Parce que dans toute cette myriade d'éléments radioactifs, certains sont totalement insolubles, et c'est d'ailleurs beaucoup le cas des éléments très lourds, des éléments plus lourds que l'uranium, des actinides, qui sont très très peu solubles ou pas solubles du tout. Donc il y aura beau avoir de l'eau, ils ne vont pas se mettre en solution. Et puis d'autres, au contraire, très solubles, comme du chlore, comme de l'iode, qui sont des éléments très solubles. Donc ils vont se mettre en solution. Et c'est cela qui nous intéresse. Une fois qu'ils sont en solution, est-ce qu'ils peuvent migrer ? Ben oui, ils peuvent migrer. L'eau ne circule pas, ou très peu, mais à l'intérieur de cette eau, les éléments en solution peuvent migrer. Alors ils vont migrer plus ou moins vite, suivant qu'ils interagissent plus ou moins avec les milieux qu'ils vont traverser. Là encore, ce sont des phénomènes chimiques qui interviennent. Et c'est pour ça qu'au final, seuls 5-6 radionuclides, parmi toute cette ribambelle qu'on a mis dans les déchets,
pourront un jour sortir du cadre oxfordien et atteindre l'environnement. C'est l'iode, c'est le chlore, c'est le sélénium, puis c'est à peu près tout d'ailleurs. C'est ceux-là qui pourront sortir et qui ne sortiront pas avant 100 000 ans, parce que pour faire ce chemin, il leur faut au moins 100 000 ans. Les autres, ils ne sortiront pas, ils ne bougent pas. Et ceux qui vont sortir, s'ils ont encore une radioactivité résiduelle, effectivement, ils peuvent exposer la population. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les radionuclides qui sortent. C'est une toute petite partie. Mais nous étudions dans nos calculs, nous simulons tous ces processus que je viens de décrire, jusqu'à essayer d'évaluer l'impact radiologique de ces quelques radionuclides qui vont sortir sur l'homme dans 100 000 ans. Pas avant 100 000 ans. Avant 100 000 ans, ils ne sortent pas. Hein. Ils n'ont pas le temps de faire cette trajectoire. Okay. Merci pour ces éléments de réponse. Il y a une question qui a été posée sur l'entreposage à sec. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les capacités d'entreposage à sec sont saturées en France ? Et derrière, ce que j'entends comme question, mais peut-être je me trompe, c'est est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux continuer l'entreposage à sec si ce n'est pas saturé ? C'est un peu la balance entre l'entreposage à sec et CIGEO qui peut se poser. Si on prend les colis de verre à chat, les capacités disponibles en France sont limitées et régulièrement, Orano construit de nouveaux halls d'entreposage à sec de déchets à chat. En gros, à peu près tous les 10 ans, une fréquence de tous les 10 ans, 15 ans. Ils construisent de nouveaux modules. Enfin, c'est pas cette image-là, non. Non, ça c'est un stockage de déchets TFA. Non, c'est pas un entreposage à sec. Un entreposage à sec de déchets HA, c'est quelque chose dans lequel on va pas non plus aller au contact des déchets pour les mêmes raisons que ce que j'ai évoqué, à cause du rayonnement. On va mettre les déchets dans des espèces de puits verticaux, métalliques, qui vont être refroidis par de l'air, puisqu'encore une fois, un déchet HA, lorsqu'il sort du retraitement, il fait 4 kW par colis, et puis ça décroît, mais pas très vite. Donc il faut évacuer cette chaleur. Donc ce sont des installations sophistiquées, et régulièrement, Orano en construit des nouvelles pour prendre en charge les nouveaux déchets qui sont générés au fil de l'eau. Du coup, il faut être clair, CIGEO n'est pas là pour prendre la relève. On ne dimensionne pas CIGEO, tout le planning qui a été présenté là, il n'est pas fait pour libérer de la place dans les entrepôts. On a la capacité. Même les déchets MAVL aujourd'hui, vous avez le CEA qui construit à Marcoule régulièrement de nouvelles installations d'entreposage de déchets, soit pour prendre en compte de nouveaux besoins, soit tout simplement pour récupérer des colis de déchets qui étaient entreposés dans des installations plus anciennes, dont on considère qu'elles commencent à être trop vieilles, qu'elles ne sont plus aux normes. Du coup, on enlève les déchets, on les met dans les nouvelles. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le fait qu'une capacité d'entreposage devienne limitée et le planning de CIGEO. C'est totalement découplé. Merci. Je crois qu'il reste 2 questions en suspens. C'est ça que vous me faites comme signe cabalistique là, peut-être. Ah oui, revenir sur les notions récupérabilité, réversibilité. Ah oui, et sur le nombre de rapports, votre somme du nombre de rapports annuels. Voilà. Donc peut-être vous pouvez répondre là-dessus déjà, Monsieur Pujodier-Cabot, et puis après, remettez votre micro s'il vous plaît, Monsieur Pujodier, et puis après on reviendra sur cette notion de réversibilité, récupérabilité. Très simplement, sur le nombre de rapports, la première CNE1, donc la CNE1 a été instituée par la loi de 1991. Le temps de mettre en place la commission et qu'elle produit son premier rapport, le premier rapport a été produit en 1994. C'est là où c'est les 3 rapports annuels qui vous manquent. Hein. À partir de 1994, il y a des rapports annuels. Voilà, ça c'est simplement factuel. Ok, merci. Et donc revenons sur ces notions réversibilité, récupérabilité. Je pense que chacun des 3 intervenants a peut-être un mot à dire sur comment on peut comprendre ces notions. Et les questions que ça pose. Je crois que tout à l'heure, M. Mercadal a soulevé un certain nombre de questions qui étaient posées par la réversibilité. Oui, pour reconnaître que ça jargonne un peu, la réversibilité, elle s'applique aux décisions de l'homme. La récupérabilité, elle s'applique au déchet lui-même, à l'objet déchet.
Donc quand on dit on peut récupérer des colis de déchets dans CIGEO, et c'est le cas, c'est une imposition, et en particulier pendant la phase industrielle pilote, ça veut dire que physiquement, on a développé des moyens techniques pour pouvoir aller les rechercher et les ressortir de CIGEO. Alors on ressort, nous, des colis de déchets de CIGEO. Et nous nous donnons les moyens pour que si, effectivement, au terme de la phase pilote, typiquement 2050, on décide de tout arrêter, eh bien, on est capable de tout ressortir. Évidemment, mais de ressortir, mais pas de retrier, parce que c'est ça la question. De ressortir ce qui nous a été donné. Nous, on est capable de ressortir ce qui nous a été donné. Le colis de déchets qui est venu de La Hague, on est capable de le ressortir. Je ne sais pas où on le mettra après, parce que ça dépendra de l'avenir de La Hague ou autre. Mais bon, on peut aussi construire de nouveaux entreposages à ce moment-là. Mais bon... Si on décide de les enlever parce que la phase pilote a été un échec, je ne suis pas sûr qu'on décide de faire un trou à côté pour faire la même chose. Mais bon, évidemment, moi je suis persuadé que ce ne sera pas un échec, mais bon, c'est un parti pris. C'est la récupérabilité. Alors clairement, si un stockage est réversible, évidemment, il faut qu'il soit récupérable. On ne va pas faire de la réversibilité sans récupérer. Mais réversibilité, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est la notion de pouvoir se dire, moi je décide aujourd'hui pour les 30 ans qui viennent, et puis dans 30 ans, d'autres décideront, et pourront même décider autre chose que ce que j'ai décidé aujourd'hui. Et à l'extrême, retirer les déchets, et revenir à zéro, quoi. Et donc dans cette réversibilité-là, il y a l'idée d'une progressivité. On fait les choses étape par étape, et à chaque étape, on ne fiche pas ce qui va se faire à l'étape suivante, de flexibilité, d'adaptabilité aussi, d'être capable, justement, on l'a dit tout à l'heure sur CIGEO, d'être capable de prendre en compte des évolutions de politique énergétique du genre on arrête de retraiter, même si ce n'est pas la référence aujourd'hui. Pour nous, c'est une forme de réversibilité. Tout ce qui a été décidé aujourd'hui peut être redécidé demain. Merci beaucoup. Je vais laisser un peu comme mot de la fin, si je puis dire, à chacun le fait de revenir à cette notion de réversibilité ou peut-être des derniers éléments que vous voudriez porter à connaissance, je vous amène le micro tout de suite, à connaissance des citoyens ou alors leur soumettre à leur réflexion. Et je vous remercie beaucoup parce qu'on vous avait promis de vous libérer à 12h45 et il est presque 13h. Donc un grand merci de votre disponibilité. Voilà. Monsieur Mercadal. Je crois que la différence qui vient d'être faite entre réversibilité et récupérabilité est excellente. Et non, je ne dirais qu'une seule chose. Mon propos, je pense que vous l'avez bien compris, est de trouver les moyens aujourd'hui pour que cette chose puisse se dérouler. Je parle de la phase pilote. Le reste, on verra bien. Ils verront bien. Mais pour que cette phase pilote, puisque c'est ça la question que Landra vous pose, si j'ai bien compris, pour que cette phase pilote se déroule dans un certain climat de confiance. Qu'est-ce que c'est qu'un climat de confiance? Alors, je vais vous dire comment moi, après l'expérience que je vous ai dite tout à l'heure de cette journée de 2018, je dirais, c'est que les travaux de cette phase pilote puissent se dérouler sans qu'il y ait un peloton de gendarmerie pour garder les chantiers. Voilà une image simple, mais dont je vous assure que localement, elle agit d'une façon considérable. Donc, cette question-là est vraiment importante, et je suis d'accord avec Monsieur le Président de la Commission, elle n'est pas purement technique. Les spécialistes appellent ça une question socio-technique. Et ce projet est intimement un projet socio-technique. La technique que développe Landra et les exposés que vous nous faites, cher monsieur, sont remarquables. Mais vous voyez, dans la réalité, il y a aussi des gens. Et chez les gens, tout ça marche d'une manière un petit peu différente. Et au total, il se construit un objet socio-technique. C'est à ce projet socio-technique que j'ai essayé de vous rendre sensible. Eh bien, je vous redis qu'à mon avis, ce projet socio-technique ne pourra se dérouler, vraiment avis tout à fait personnel, dans un certain climat de confiance, ou en tout cas de non-défiance, que si on arrive, en même temps qu'il se construit, à lancer quelque chose qui soit financé, organisé, avec des équipes plurielles. Et je pense,
vu le calendrier qu'on vous dit, qu'il y a une échelle séculaire pendant laquelle l'entreposage peut assumer la fonction de réversibilité, je dis bien de réversibilité, et voire même d'amélioration des colis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mercadal. Monsieur Pijot-Cabot, un mot de la fin? Oui, je voulais rebondir sur la confiance et je crois que M. Mercadal pose bien le débat. Le débat est par rapport par rapport aux années 80 est de moins en moins technique et de plus en plus lié à finalement ce que l'on a envie de faire en tant que société. Ça, c'est, je dirais effectivement, le corpus de connaissances, il est là, il existe. On peut le faire, on veut faire. C'est important d'avancer en confiance, comme le dit M. Mercadal. C'est tout aussi important d'avancer pas à pas en accumulant les résultats, en additionnant les décisions et de ne pas ouvrir des débats de clôturer certains débats pour pouvoir en ouvrir d'autres et de ne pas réouvrir des débats anciens, sauf si, effectivement, il y a des éléments nouveaux qui demandent à ce qu'ils soient réouverts. Et je crois que dans le processus de réversibilité tel qu'il a été présenté, c'est bel et bien cette dimension-là qui est posée. C'est-à-dire le fait de pouvoir avancer, de continuer à avoir un débat, construire cette confiance, amener chacun à avoir une opinion et à avoir une opinion éclairée, mais en clôturant un certain nombre de sujets, sauf encore à ce que, effectivement, il y ait des découvertes, des éléments nouveaux, des changements sociétaux qui font que une conclusion qui avait été posée il y a 15 ans n'est plus forcément valable. Et je pense que la phase industrielle pilote procède de cet avancement. Et après ça, chacun doit forger sa propre opinion. Et puis, à un certain moment, il faudra bien que quelqu'un décide. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, un dernier mot à M. Relbeck et on clôt cette séquence et nous irons déjeuner. Juste pour dire à M. Mercadal qu'on est un certain nombre d'ingénieurs à l'Andra à être aussi persuadés qu'il s'agit d'un projet socio-technique et pas qu'un projet que technique. Et d'ailleurs, ce projet se justifie par des considérations éthiques. Ne pas transmettre la charge des déchets aux générations futures lointaines. Dès lors qu'il trouve sa justification dans la protection de l'homme, il ne peut pas être que technique. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais qu'il y a plein de questions qui sont encore en suspens et ça va être aussi, la session 2 sera très éclairante pour vous à cet égard-là. Un grand merci à nos trois intervenants d'être venus passer leur samedi matin avec nous, d'avoir ouvert beaucoup de pistes de réflexion.